Le dialogue avec l'M23, non, soyons sérieux. Et les Nations Unies savent qu'elles ont puni les leaders du M23. Vous êtes des médias, vous pouvez vous documenter là-dessus. C'est-à-dire, en fait, ce sont des criminels. Ça vient des Nations Unies. Deuxièmement, ici, je vous ai dit que conformément à la convention de l'Organisation de l'Unité africaine, je crois de 79, j'ai oublié un peu la date, revisée par l'Union africaine, convention relative à la lutte et la prévention du terrorisme, l'M23 répond au profil prévu par cette convention et l'M23 est une organisation terroriste. Et ce n'est pas tout. Le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine qui va arriver ici le lundi 20, ici à Kinshasa, dans une décision qu'elle a prise l'année dernière, a effectivement affirmé que l'M23 est une organisation terroriste. Est-ce que vous croyez que ce serait vraiment logique, même pas la RDC, même un autre pays évidemment, sauf le Rwanda qui soutient, que nous pouvons parler, discuter avec des gens qui sont déjà indexés, qualifiés de criminels, terroristes, et par les Nations Unies et par l'Union africaine. Ça, c'est de un. De deux, dans le cadre du processus de Nairobi, nous sommes aujourd'hui, en termes de consultation politique, que les autres appellent aussi dialogue, peu importe, l'important c'est que le chef de l'État s'est mis à la disposition de groupes armés depuis le mois d'avril de l'année dernière pour parler avec eux. Nous sommes aujourd'hui au 4e round de Nairobi qui va se tenir, sinon dans quelques jours, à tous les mois, dans un délai très court. Le M23 avait une délégation à Nairobi, vous le savez, je ne fais que vous rappeler, lorsque nous avons commencé les discussions. La délégation est là, et le jour suivant, ils commencent à tuer les compatriotes. Ils attaquent les forces armées de la RDC. On ne pouvait pas continuer avec le M23. La même chose, Codeco, je crois. Nyatura, ils sont à peu près 6 ou 7 groupes armés qui ne veulent pas s'inscrire dans le processus de Nairobi. 2, 3. Nous avons un programme qu'on appelle Programme désarmement, démobilisation, relèvement communautaire, stabilisation, PDDRCS, qui a été présenté à la communauté nationale et internationale l'année dernière. Et des partenaires extérieurs sont engagés d'ailleurs à financer ça. Notre pays a mis du paquet. On a organisé, maintenant on réajuste un peu au niveau des structures provinciales, dont la mission essentielle est d'obtenir que tous les groupes armés nationaux, cela s'entend, qui veulent revenir à la nation congolaise, qui veulent reprendre la vie normale, qui veulent s'intégrer à la dynamique démocratique et à la dynamique des changements imprimés par les chefs de l'État et tous ceux qui travaillent avec lui, tous les Congolais aussi qui sont avec lui. Tous ces compatriotes-là viennent dans ce cadre pas qu'on les ramasse, on parle avec vous, on discute avec vous, vous posez vos problèmes, je dis bien vous posez vos problèmes et on trouve ensemble des solutions et dans le cadre de ce programme, on vous réintègre dans la vie nationale. Donc il y a, j'allais dire, une panoplie d'instruments. Il y a un espace de dialogue au sens générique du terme. Hein? Dialogue pour dire se parler. Cet espace est ouvert. Vous ne voulez pas venir, vous prenez les armes pour détruire votre pays. Pensez-vous qu'un gouvernement responsable, qu'un chef d'État responsable peut vous dire, oui, mais évidemment, on va vous dire... Et donner la prime à la violence. À la violence. Non. Voilà. C'est pour cela que nous n'avons cessé de dire
au Congo, quand je dis nous, entendu le président, le gouvernement, qui ont en charge la gestion du pays au quotidien, nous disons, il faut déposer les armes. Il faut dégager les espaces obtenus par la violence. Il faut que les compatriotes reviennent à leur domicile. Il faut que ceux qui disent qu'ils sont véritablement congolais, et c'est de leur droit, le prouvent en se mettant au service de la nation et en s'intégrant dans la dynamique de la paix. Dès que cela est fait, la Constitution est là. Le président, article 69, c'est le garant, je résume, de la bonne tenue de la nation. Nous tous, nous avons les mêmes droits, évidemment les mêmes obligations. Donc voilà, pour qu'on se comprenne avec nos compatriotes, avec la communauté internationale. Des compatriotes qui ne cessent d'écrire et de dire que nous avons, ils vont très loin, que nous avons internationalisé la crise congolaise, on met ça sur notre dos, que nous avons sous-traité la défense et la sécurité de notre pays. Il y a toute une série de concepts qui sont en vogue actuellement. Non, j'ai eu à répondre à cette question ici. Le Rwanda, c'est un État comme nous. OK? Le Rwanda, nous partageons avec le Rwanda les Nations Unies, l'Union africaine, la CIRGL et la communauté de l'Afrique de la CAC aussi. On venait d'en parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les actes constitutifs de cet ensemble d'organisations internationales, il y a des mécanismes qui sont prévus lorsque deux États membres sont en conflit. OK? Et c'est comme ça que la communauté des États d'Afrique de l'Est, l'année passée, à partir du mois d'avril, s'est saisie du dossier et a désigné le président Uhuru. C'est comme ça que l'Union africaine, au mois de mai, à Malabo, a décidé de confier le dossier au président Lourenço en vertu du principe de la subsidiarité qui veut qu'en pareil cas, on commence par les communautés régionales avant de remonter en haut. Et on dit au président Lourenço, faites tout pour maintenir le dialogue entre la RDC et le Rwanda. C'est toujours dans ce sens-là que le Conseil de sécurité, je vous ai rappelé, la Charte des Nations Unies, le chapitre 1er, article 1er, sans compter le chapitre 7, le Conseil de sécurité des Nations Unies a repris, j'ai dit repris parce que l'affaire, c'est une affaire qui date de plus de 20 ans, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas qu'un beau matin, on se réveille et on dit, on va à tel endroit, à tel endroit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dès lors que nous impliquons, nous accusons à bon droit un État tiers, deux choses. Ou bien alors, on fonce, c'est la guerre, encore que même la guerre, ça n'échappera pas à la communauté internationale, ou bien nous partons là où nous sommes obligés de partir en vertu de notre adhésion à toutes ces organisations. Je crois que c'est clair. Et la question que je pose, depuis 1960, y a-t-il eu une crise, une guerre, agression, rébellion, que nous avons pu, j'allais dire, je n'aime pas offenser, terminer sans qu'il y ait l'accompagnement, c'est un euphémisme, je suis d'accord avec vous, de la communauté internationale. Voilà. Donc, ce n'est pas question d'aller dire on a sous-traité. Même quand les gens disent il faut requinquer l'armée, mais le président Tshisekedi, depuis qu'il est là, il n'a fait que ce travail-là. Aujourd'hui, le leadership de l'armée, je ne mens pas, a changé et ça va continuer. Notre armée fait face à trois armées, une armée de terroristes et deux armées régulières. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je pense que là, les choses doivent être claires. Et nos compatriotes doivent comprendre que lorsqu'on est un État comme la RDC qui vit dans un environnement international qui a ses règles, on ne peut pas
penser, évoluer, même si on a les moyens. Je vous ai parlé du cas du bloc occidental. Le bloc occidental, oui, la Russie est un pays très fort, mais l'ensemble des Occidentaux, c'est quand même un bloc. Mais ils repartent toujours à New York.